que j'interviens et je fais un petit historique, on va dire, de l'utilisation du bois dans nos régions, donc au niveau de la Caraïbe, avec en fait 6 points qui me semblent majeurs. Donc, commencer d'abord par l'habitat amérindien, le modèle d'habitation par la suite, les édifices publics et bords de la colonie, les cases des faubourgs. Donc ça, c'est une expérience qui est plus singulièrement, on va dire, guadeloupéenne, ce qu'on a appelé aussi le décasement, voilà, donc les déplacements, on va dire, d'habitat, et enfin l'habitat rural. Ça, ça fait partie de mon introduction. Donc, c'est une petite photo que j'ai prise à Capesterre de Marie-Galante, donc qui montre un petit peu la typologie de l'habitat de ville, donc ce qu'on appelle les maisons hautes et basses de ville. Voilà, donc voici un petit peu les éléments qui vont être contenus dans ma présentation. D'accord. Alors, parce qu'en fait, il faut que je suive le fil, parce que mon fil est un peu différent. Voilà, donc j'ai commencé cette introduction par l'habitat amérindien, parce que l'habitat amérindien, que l'on situe en général dans la période appelée historiquement précolombienne, mais enfin, il faut savoir que c'est une histoire qui a des siècles, voire des millénaires, avant, on va dire, la confrontation de deux mondes, le monde européen et le monde amérindien. Donc l'habitat amérindien, il découle principalement de techniques qui, à l'origine, sont issues de l'Amérique du Sud, qui ont été transplantées dans les petites Antilles par les Amérindiens au fur et à mesure de leur progression. Donc, il s'agit vraiment d'utilisation de matériaux biosourcés, de matériaux locaux. Donc, on utilisait les essences locales, le bois rouge, le courbaril, le gommier blanc, le latanier, etc. Et donc, c'était un habitat qui était... Donc, il s'agissait d'un habitat qui était principalement constitué de matériaux, on va dire, préservés localement. Ça, c'est très important. C'était aussi un habitat que l'on peut considérer comme modulaire, puisqu'en fait, les Amérindiens se déplaçaient en fonction, on va dire, des cultures sur brûlis, des abattis. Et donc, en fait, il y avait un déplacement, il y avait une forme de nomadisation au sein de nos territoires. Et donc, l'utilisation, le démontage et la réutilisation, on va dire, de ces matériaux. Donc, en termes de virtuosité, on peut dire que ce mode constructif était extrêmement adapté, on va dire, à leur mode de vie. Et ce mode de vie qui a perduré pendant des siècles. S'en est suivi d'une confrontation, on va dire, hein, par rapport à l'arrivée des premiers colons. Donc cette arrivée se situe d'abord dans la fin du XVe siècle, dans les années 1493 jusqu'à 1498, les 3 voyages, on va dire les 4 voyages de Christophe Colomb. Donc une première confrontation, à savoir que dans nos territoires, donc les petites Antilles, hein, on va dire qu'il n'y a pas eu de sédentarisation immédiatement par rapport à cette première confrontation. La sédentarisation s'est faite plutôt au niveau, on va dire, des grandes Antilles. Dans nos régions, la colonisation a réellement commencé à l'orée des années 1635. 1635, une confrontation très forte. Premiers colons décimés par la maladie, par l'inadaptation, on va dire, au territoire, et donc forcément une prise en compte, on va dire, des modes d'habiter locaux, donc des modes d'habiter des Amérindiens qui a permis justement à ces premiers colons de survivre. S'en est suivi ce que j'appelle un métissage, un métissage, on va dire, entre deux cultures, même s'il y avait certes une culture dominante. Donc ce métissage a fait que ces premiers modes d'habiter des colons ont suivi un petit peu l'organisation spatiale, on va dire, des Amérindiens. À savoir, à un moment donné, un élément prépondérant central au niveau de l'organisation spatiale, ce qui était considéré pour les Amérindiens comme étant le grand carbet, mais ensuite qui est devenu pour l'habitation la maison de maître, et ensuite une organisation en fonction des diverses modes d'exploitation qui ont suivi au niveau de ce qu'on appelle la culture d'habitation. Alors très rapidement, sur le slide précédent, il y avait effectivement aussi une icône qui est issue d'une gravure du père Le Breton, où on montre un village de marrons, puisqu'en fait, là je fais une petite digression historique, pendant justement la période coloniale, en fait il y a eu ce qu'on appelle des phénomènes de marronnage, où des esclaves ont fui les plantations et en fait se sont réappropriés des modes d'organisation à la fois ancestraux pour eux, par rapport à leur culture, parce que la culture n'a pas été, contrairement à certains modes de pensée, annihilée, mais aussi par rapport à une adaptation, un peu comme on a pu trouver aussi en Guyane, par rapport à cette confrontation entre tout le grand peuple bushinengue et les Amérindiens locaux.
Donc une organisation spatiale, une utilisation des matériaux, des toitures en latanier, des matériaux durs pour les poteaux, donc du bois fer, du bois rouge, du gommier blanc, des matériaux qui peuvent être démontés rapidement, réutilisés, et donc une notion aussi, on va dire, de durabilité qui n'était pas là pour s'inscrire dans le temps, mais une réutilisation, c'est-à-dire qu'il y avait une périodicité où on reprenait les toitures, on reprenait les poteaux, et en fait, on rénovait l'habitat. Michael, vous avez 20 minutes en tout. Hein. Pardon ? Vous avez 20 minutes en tout pour votre présentation. Je le fais très vite. Première organisation, on va dire, spatiale, on va dire, de l'habitation, avec la maison de maître au centre. Une maison de maître qui a repris, on va dire, par la suite les archétypes de l'architecture européenne dans un premier temps au niveau des modes constructifs, notamment au niveau des assemblages de bois, souvent empruntés à des assemblages aussi de marine, puisqu'en fait les premiers corps, on va dire, d'occupation étaient des personnes issues des corps de la marine, avec aussi un noyau dur très souvent qui était maçonné pour certaines habitations, et ensuite la créolisation qui s'est faite autour par l'apparition de galeries et l'apparition, on va dire, d'éléments, on va dire, en bois qui viennent en périphérie de ce corps maçonné. Ce n'est pas l'exemple type. Il y a aussi d'autres exemples de construction en bois, on va dire, qui caractérisent cette habitation majeure. Alors très souvent, spatialement parlant, une centralité, mais une centralité élevée, au vent, on domine, on voit le territoire, on voit un petit peu l'exploitation, et en fait, on n'a pas de nuisance parce que toutes les autres fonctions de l'habitation étaient sous le vent. Les rues Cazenègre, les ateliers de fabrication et autres et tout, de façon à ce qu'il y ait toujours un confort, et aussi une adaptation, on va dire, au climat, dans le sens où nous étions sur des habitations qui étaient extrêmement ventilées, totalement poreuses, voilà, très souvent précédées d'un petit bois feuillu planté avec des mahoganies et autres et tout, pour qu'il y ait un échange thermique. Et donc, c'était des choses qui étaient extrêmement savantes au niveau de l'adaptation au climat local. Voici quelques exemples de maisons de maîtres, hein, si on peut dire, d'habitation. Donc l'habitation Beau Séjour, que l'on voit à gauche, l'habitation des Jésuites qui se trouve à Bizarry. On va continuer. Voilà, donc la sucrerie des Anses d'Arlé, et ainsi que l'habitation du François. Donc on a quelques exemples de ces maisons qui sont en fait issues d'une tradition au départ européenne, avec des modes constructifs au niveau de la charpente issus des traditions de charpentiers européennes et singulièrement françaises. Un peu à l'opposition, on va dire, de cette composition de l'habitation, il y avait les quartiers ouvriers, les quartiers esclaves, donc les rues Cazenègre, qui étaient principalement constituées de matériaux locaux, voilà, avec en fait du bois tibum, du latanier, des éléments qui étaient extrêmement aussi résistants. Alors très souvent, on voit cet archétype de case en golette apparent comme tel sur les clichés, mais il faut savoir que cette golette était avant tout une ossature et qui était recouverte de ce qu'on peut appeler un pisé, donc un matériau fait de paille et de terre mélangées, et donc en fait extrêmement résistant aussi au séisme, au cyclone un petit peu moins, mais on était aussi dans une notion de renouvellement. Donc il y avait une forte distinction entre l'habitat, on va dire, des esclaves, des premiers travailleurs locaux, et l'habitat, on va dire, des maîtres. Une singularité assez proche entre l'habitat, on va dire, des rues Cazenègre et ainsi que l'habitat des petits colons, puisqu'il y avait des petits colons qui avaient un habitat qui était extrêmement similaire, on va dire, à l'habitat des esclaves. On continue. Alors là, je vais parler un petit peu de l'architecture, on va dire, des bourgs avec des édifices majeurs, puisqu'en fait, le poids de la colonie, c'est d'abord la puissance publique, la puissance religieuse, et l'établissement, on va dire, sous couvert des premiers éléments fortifiés, à savoir les forts. C'est un peu l'histoire de Basse-Terre au niveau du Carmel, avec la création du premier quartier sous couvert du fort d'Elgrès, actuellement, fort Fleur d'Épée, les premiers habitats, donc qui étaient un petit peu sous couvert des places fortes. Donc, ces premiers habitats on va dire, ont pris une spatialisation, on va dire, de plan damier, un petit peu européenne, avec des éléments, des places fortes, des édifices majeurs, et notamment les églises. Et les églises étaient un parfait exemple au niveau d'exemples qui perdurent encore actuellement. Là, on a l'église du Diamant, où on voit vraiment des charpentes, on va dire, des charpentes marines renversées, et des architectures qui sont liées de la tradition marine au niveau des assemblages. Donc, éléments très, on va dire, présents dans l'utilisation du bois au niveau de la constitution de nos bois.
les édifices de ville, donc l'habitat de ville, donc c'était ce qu'on appelle des maisons hautes et basses, avec une très grosse similitude entre ce qui s'est passé aux Antilles, Guyane et également en Louisiane, voilà, donc par rapport à la présence française. Donc on peut voir un petit peu certains exemples pointois ici d'édifices où on a en fait le rez-de-chaussée qui était en général commercial ou maçonné et les étages qui étaient en bois, voilà. On voit un petit peu la similitude avec la Louisiane dans ce qu'on appelle le French Quarter, voilà, dans certains édifices. On est sur des similitudes vraiment assez frappantes dans l'organisation, avec une utilisation, on va dire, aussi par moment d'avoir ce rez-de-chaussée aussi en bois, comme on peut le voir sur un angle pointois. Sur certains éléments, donc on voit un petit peu ces différentes archétypes, toujours avec ce principe de balcon, mais on est sur des ossatures extrêmement savantes en bois, avec des matériaux à la fois locaux, mais aussi avec des matériaux constitués des premières importations qui ont été faites notamment avec des comptoirs, notamment en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Il y avait notamment la famille Petreluzzi qui avait un comptoir de bois, et donc on était sur les premières apparitions de ce qu'on appelait du bois de Noran, aussi à une certaine période. Donc là, vous avez un exemple justement d'une architecture à Fort-de-France avec ce parcellaire qui est très américain, hein, si on peut le dire, donc un parcellaire très étroit, voilà, avec différentes fonctions au niveau des positionnements, du premier étage, du deuxième étage, du galta, et très souvent avec une arrière-cour. Si on voit une photo aérienne de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre, on constate justement ces arrière-cours qui étaient des points, on va dire, de verdure, des points aussi névralgiques pour la ventilation traversante. Et malheureusement, on a eu certains drames, notamment en 2007, l'incendie de Pointe-à-Pitre, où on a vu comment l'allotissement de ces cours, au départ avec des constructions, a pu être fatal, notamment la pérennité des habitats et la ventilation. Choc brutal, donc par rapport à cette ville bourgeoise, ce plan colonial, donc on avait ce qu'on appelle les faubourgs, qui étaient très souvent, on va dire, d'origine ouvrière, donc notamment pour Pointe-à-Pitre, avec tout l'avènement, on va dire, des faubourgs avec d'Arboussier, donc des quartiers ouvriers. Donc on était sur des constructions qui n'étaient plus hautes et basses, mais c'était des constructions basses. Je voulais aussi vous montrer un petit peu quelque chose qui est assez sidérant. Donc première image, c'est une image qui date de 1900, voilà, et la deuxième image, c'est il y a 77 ans après. C'est au moment de l'apparition des tours Gabard, où on voit en fait, il y avait à l'Oricisque des habitats qui étaient similaires de ceux qui étaient plus jeunes de 77 ans, voilà. Donc, grosse évolution. Ce décasement aussi... alors, avant de parler décasement, alors sur la photo de droite, vous voyez une photo aérienne tirée de l'IGN, de Pointe-à-Pitre. Vous voyez que l'Oricisque, c'est de la mangrove. Hein, quand vous voyez tout l'Oricisque, c'est de la mangrove. Et donc, il faut savoir que tout ce phénomène d'exode rural, donc c'est un peu pour moi une introduction à cet exode rural, puisque fermeture de certaines usines centrales, l'attrait de la ville, c'est un phénomène qui est commun à la Guadeloupe, à la Martinique, à Haïti, quasiment à beaucoup de villes de la Caraïbe. On va chercher fortune dans la ville, et donc il faut pouvoir se loger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va vous loger dans des zones considérées comme des bas quartiers, donc des zones mangroveuses qu'on va assainir au fur et à mesure et sur lesquelles on va lotir. Donc notamment l'Oricisque, qui est une zone mangroveuse. Sur l'image de droite, on voit l'ampleur de l'Oricisque, voilà. On voit aussi l'ampleur du port autonome qui a été gagné sur la mer, voilà, vous voyez. Donc des hectares qui ont été gagnés sur la mer, donc une modification, on va dire, drastique du paysage. Alors justement, photo des années 58 à gauche, des faubourgs Changy, voilà, à l'époque, et également de l'Oricisque. Et en fait, cet attrait de la ville a permis, on va dire, un phénomène qu'on a appelé le décasement. Le décasement n'est pas originaire de l'attrait de la ville, puisque le décasement est issu d'abord de la mobilité qu'il y avait en grande terre en fonction des campagnes sucrières. La case, pour certains, était un peu comme un mobil-homme, et on se déplaçait en fonction des campagnes sucrières. Mais le décasement a commencé d'abord en charrette et ensuite en camion, mais il a été notamment intensifié au moment de l'allotissement de ces zones comme l'Oricisque, comme certains faubourgs, justement avec la venue venant, on va dire, de la ruralité. On peut passer. Voilà un exemple. Un monsieur très connu, alors pour ceux qui l'ont connu, donc sur la gauche, c'était le camion de monsieur Monduc, donc monsieur de Mornalo, qui était spécialisé dans le décasement. Donc il y avait un savoir-faire, puis il y avait aussi, notamment au travers de
ce principe de décasement, en fait, une remarquable constitution des cases, puisqu'il fallait qu'elles soient extrêmement contreventées pour pouvoir subir de tels déplacements et rester intactes après leur déplacement. Voilà. L'habitat rural, en fait, c'est un habitat qui a été constitué principalement à partir de l'abolition de l'esclavage, où en fait bon nombre de nos ancêtres ont quitté, on va dire, les habitations et ont gagné ce qu'on appelle les mornes, les grands fonds, et ont constitué leur habitat avec une similitude de ce qui s'est retrouvé par la suite au niveau des faubourgs, puisqu'en fait c'est quelque part la transplantation de l'habitat rural vers les faubourgs au niveau du mode d'habiter, et on retrouve des principes de cases qui étaient assez similaires, ce qu'on appelle les 2-2, à savoir constitués de 2 carrés et autres et tout. Alors vous avez sur la photo de droite précédemment un exemple justement de ce qu'était l'habitat rural, d'abord avant qu'il y ait des matériaux manufacturés ou coupés, donc des éléments qui étaient également faits en goulette, donc une transplantation de ce qui a été la case nègre quelque part, et une modularité qui a perduré un petit peu avec l'avènement de nouveaux matériaux, notamment au niveau des planches. Avant de parler d'éléments manufacturés, la construction d'une case était dans un schéma de vie. On allait se marier, on allait choisir son arbre, on attendait la bonne lune, on coupait l'arbre, on faisait des planches. Très souvent, dans anciennes maisons, vous voyez qu'il y a des planches qui sont complètement différentes, puisqu'en fait, on n'avait pas de manufacture, c'était en fonction de la taille des arbres. Donc on avait des planches différentes. Après, par la suite, avec l'avènement des comptoirs, un peu comme à l'époque la famille Petreluzzi et autres et tout, on a eu du bois de Nord avec des planches qui ont été normalisées. Voilà quelques exemples. Donc une petite case en tôle, voilà, donc ce qu'on appelle 2-2. Donc le plan au sol représente 2 carrés en fait, et justement un schéma qui montre un petit peu l'ossature avec des éléments savants, des éléments extrêmement ductiles dans le sens des assemblages, puisqu'à l'époque on n'était pas encore sur des assemblages boulonnés, on était sur des principes de clés de Jupiter, des tenons mortaises, on était sur un habitat qui était extrêmement résistant, on va dire, notamment au séisme. Malheureusement, pas forcément au niveau de certains cyclones, puisqu'on a pu constater, et ça je n'ai pas d'image, mais si vous avez des images en tête du cyclone de 28, ben on a vu qu'il y a eu à un moment donné, non pas des affaissements, mais carrément des cases qui ont été déplacées sur des dizaines de mètres, tout en restant intactes. Donc ce qui montre un petit peu à un moment donné le savoir-faire et la solidité. Voilà, donc c'est une brève histoire. Avant de conclure, il y a aussi ce que j'appelle des régionalismes en Guadeloupe, puisque la case de Grande-Terre a des singularités, ainsi que la case de Basse-Terre. Ici, vous avez une case de Côte-Soulevant. Donc on voit qu'il y a aussi un changement au niveau de la toiture, voilà, qui est différente un petit peu de celle de Grande-Terre. On voit qu'il y a l'apparition de ce qu'on appelle le petit Galta. Vous avez un peu son pendant en ville, donc notamment au Carmel, donc une maison remarquable qui devrait avoir des mesures de protection beaucoup plus fortes, puisque là on va perdre un exemple majeur, justement où ce principe de Galta était toujours de mise et qu'on retrouve principalement, on va dire, à l'orée de Basse-Terre et principalement sur la Côte-Soulevant. Voilà, j'ai été un peu long. Très rapidement, alors beaucoup, puisque ce document va être diffusé, donc toutes mes sources sont citées. Il y a une chose qui est notable sur sur l'organisation. Si on peut revenir sur le... Sur quoi, hein? Voilà, on y est. Alors, deux spatialités, on va dire, différentes entre la Guadeloupe et la Martinique. La spatialité à la fois rurale, mais qui a gagné les faubourgs au moment justement de ce décasement, de cette venue de la ruralité vers les bons. Le phénomène de la cour, on a encore des noms qui perdurent, la cour Zamia, la cour Charnot, etc. et tout, où en fait on avait une spatialité d'origine familiale autour d'un espace commun. Un espace commun qui était à la fois un espace vivrier, un espace avec des arbres, on va dire nourriciers, des manguiers, des arbres à pain, etc. et autres et tout. Cette spatialité diffère un petit peu à la Martinique, puisqu'on était surtout sur un habitat de morne, où on avait en fait une spatialité inclus, on va dire, dans une nature, on va dire, généreuse. Mais on n'avait pas forcément un espace commun, donc un espace ouvert, vide. Donc vous aviez la confrontation, on va dire, des deux éléments qui figurent dans l'ouvrage de Jacques Berthelot et Martine Gommet, réédité récemment. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Michael Merton, architecte, vice-président du Conseil de l'Ordre des architectes de Guadeloupe.